Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Rio Tinto? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, Rio Tinto, on en a déjà parlé ici il y a quelques temps. D'accord? Je vous avais dit que je pense qu'au prix affiché, je pense qu'on était aux alentours de. Je vous avais dit que l'entreprise était correctement évaluée. D'accord? Il faudrait également s'attendre à ce que le dividende payé ici aujourd'hui soit au moins réduit. D'accord? Donc, je pense qu'à cette période-là, on était plutôt sur un dividende aux alentours de 10% par là, si je ne me trompe pas. Hein. Donc, et je pensais que à cette période-là, il faudrait se dire qu'en achetant du Rio Tinto à ce prix-là, il faudrait se dire que le dividende est assez, voilà, le dividende est de 5% et non d'une dizaine de pourcents. OK? Donc, cette vidéo-là date d'il y a 6 mois. Je pense que l'entreprise à ce niveau-là, on cotait à combien? Ça me permet juste d'aller regarder les informations ici. On était à combien? À 74, 75 dollars l'action. En date d'aujourd'hui, nous sommes à combien? Nous sommes à peu près à 70 dollars. Donc, on n'a pas trop bougé depuis le temps ici. D'accord? Après, il y a quelque chose qu'on doit rajouter ici. Bref. Alors, il y a une note d'analyse que je vous ai envoyée ici tantôt, donc pour ceux qui sont abonnés à la newsletter privée ici. Donc cette note d'analyse-là ici, ça regroupe à peu près les lectures sur le dernier trimestre ici publié par Rio Tinto. Donc on va essayer de décortiquer ça ici. On va essayer de poser la question à savoir, est-ce que c'est une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui, pessimiste, optimiste, à quoi s'attendre? OK? Donc Rio Tinto a conclu l'acquisition de Turquoise Hill Resources pour 3,1 milliards de dollars. Pour récapituler, la société a formulé son offre initiale pour les 49% de THR qu'elle ne possédait pas pour 34 dollars canadiens par action en espèces au début du mois de mars. Donc, elle possédait déjà une grosse partie de cette entreprise aux alentours de 51%. Donc, elle a proposé à peu près 3,1 milliards pour les 49% qu'elle ne possédait pas. Enfin, techniquement, elle a proposé 34 dollars par action pour les 49% qu'elle ne possédait pas. L'offre initiale a été jugée trop basse par un certain nombre d'actionnaires institutionnels et les négociations ont duré jusqu'à septembre lorsque la société a fait son offre finale à 43 dollars canadiens par action. Donc, les institutionnels ont dit, ah non, 34 dollars c'est trop bas, donnez plus. C'est la même chose qui arrive ici aujourd'hui à Somfy. Je pense que le prix que Somfy propose est trop bas. Je ne sais pas pourquoi, mais ils profitent pour acheter l'entreprise à un niveau assez bas, surtout quand le cycle est assez bas. Et ça, ce n'est pas. Je pense que les actionnaires mériteraient un prix plus élevé sur Somfy. D'accord? Mais bon, vu que l'entreprise ici appartient à une famille, ici, ils se permettent ici de payer le prix le plus bas possible. Parce que leur intéressement ici est de payer le moins d'argent possible tout en gardant le plus de valeur possible au sein de l'entreprise. Donc, les actionnaires ont approuvé la transaction en novembre et elle a été conclue à la mi-décembre. Donc, l'offre représentait une prime de 67% par rapport au cours de clôture de Turquoise Hill le 11 mars. La veille de l'offre initiale de Rio Tinto, donc la veille de la première offre ici, on est à 67% en supplément. Okay? Donc, la société possède désormais une participation de 66% dans la mine de cuivre de classe mondiale Oyu Tolgoi, en Mongolie. Donc, je rappelle ici que Turquoise Hill, ici, le genre de la couronne de cette entreprise, c'était la mine de Oyu Tolgoi. Donc, d'accord. Donc, maintenant, vu qu'elle possède 100% de Turquoise Hill, maintenant, elle possède 66% de Oyu Tolgoi. Parce que Turquoise possédait déjà les 66%. Mais sauf que, voilà, si on regarde bien techniquement, Rio Tinto n'était pas propriétaire de ces 66%, d'une partie de ce 66%, si on peut dire. D'accord. Donc, le gouvernement de Mongolie détient une participation de 34%, donc c'est du 66-34, d'accord? Donc on a toujours 34% ici pour le gouvernement de Mongolie. Donc cette transaction est intéressante car elle renforce considérablement le portefeuille de Rio Tinto dans le secteur du cuivre, qu'on appelle généralement l'or rouge. Donc quand on parle de cuivre ici aujourd'hui, on va consommer de plus en plus de cuivre dans le futur, voitures électriques, tout ce qui va avec, d'accord? Donc attention, attention, attention. Donc c'est un minerai ici qui vaut de l'or. Donc une fois pleinement, donc c'est ça ici, donc transaction. Une fois pleinement opérationnelle, la mine devrait produire 500 000 tonnes de cuivre par an en moyenne de 2028 à 2036. La production initiale devrait débuter au cours du premier semestre 2022-2023. En 2030, la direction prévoit que la mine sera la quatrième plus grande mine de cuivre au monde. Donc, les perspectives de production pour l'année prochaine sont toutes, enfin, quand on dit sont pour le moins floues, d'accord? Le faible niveau des stocks de nombreux métaux de base, aluminium, cuivre, acier et minerais de fer, devrait entraîner une hausse des prix de ces produits l'année prochaine. Donc, quand on parle de l'année prochaine, c'est 2023, si la reprise économique se confirme. D'accord? Condition. D'accord? Dans le même temps,
la mine de minerai de fer de Gudai-Dari a livré son premier minerai et devrait atteindre sa pleine production l'année prochaine, donc 2023, ajoutant 43 millions de tonnes de capacité annuelle. Si une partie de la production remplacera les gisements de minerais en voie d'épuisement dans d'autres mines, elle devrait également ajouter une production supplémentaire à moindre coût. Malgré cela, Rio s'attend à une production de minerais de fer stagnante l'année prochaine, associée à une hausse des coûts entre 21 et 22,5 dollars par tonne métrique contre 19,5 à 21 dollars par tonne métrique cette année. Donc cette année, c'est 2022. En revanche, la production d'aluminium devrait augmenter par rapport à l'année précédente en raison des faibles stocks mondiaux, tandis que la production de cuivre devrait être stable ou en baisse en 2023. OK? Donc, ici, c'est pour la raison pour laquelle on dit que les prévisions, c'est un tout petit peu flou. De toute façon, ça dépend de la conjoncture économique mondiale. S'il y a un ralentissement, ça ne va pas bien se passer. Avec l'augmentation ici de l'inflation, il y a également augmentation des coûts de production. Enfin, au niveau des consommables. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est l'avantage compétitif dans une entreprise qui extrait du minerai ici, ce sont les coûts de production. Le minerai ici, ça nous coûte combien pour extraire? D'accord? Donc, parfois ici, et vous pouvez uniquement avoir cette information-là quand le prix du minerai baisse. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le prix est tellement bas que même l'entreprise qui a les coûts de production les plus bas du marché, voilà, si le prix va en dessous de ses coûts de production, elle ne vendra juste pas. Donc, c'est-à-dire que l'inventaire va diminuer, ce qui va faire remonter les prix ici. Donc, il faut avoir les coûts de production les plus bas du marché. D'accord? Comme d'autres actions dans le secteur minier, Rio Tinto a tendance à évoluer en tandem avec le prix des matières premières qu'il extrait. Les prix des principaux métaux de base tels que le minerai de fer, l'aluminium et le cuivre ont récemment subi des pressions en raison des inquiétudes liées au ralentissement économique mondial, notamment en Chine. Dans le même temps, les coûts de la main-d'œuvre, du pétrole et des consommables ont augmenté, ce qui pèse sur les marges, ce qui a pesé sur les marges. Un certain nombre de projets d'expansion sont également en cours et le potentiel de dépassement des coûts est élevé en raison de l'environnement fortement inflationniste. À ce stade, nous préférons pêcher par excès de prudence. OK? Donc, je dirais que c'est la raison pour laquelle je reste sur la première idée que j'avais sur la première vidéo ici, sur Rio Tinto. Je pense que, voilà, je ne changerai pas d'avis par rapport à cette vidéo-là, même 6 mois plus tard. Il faut rester extrêmement prudent. Le pire moment pour acheter ces entreprises, c'est quand le prix de la commodité est à un niveau assez élevé, parce que vous allez voir, les PER sont bas, le dividende est élevé. Et je vous ai dit que ce dividende-ci n'est pas durable. D'accord? Il n'est surtout pas durable parce que cette entreprise n'a déjà pas un historique de versement d'un dividende aussi stable et croissant année après année. Donc, vous remarquez ici qu'il a tendance à le diminuer et ça coïncide généralement avec les périodes de hausse, du prix de la commodité. OK? Mais elle est assez disciplinée dans son paiement de dividendes. C'est pour ça que je dis, si vous investissez dans cette compagnie, pensez à un dividende, un rendement de dividende de 5%. Donc, mettez toujours la moitié de ce qu'on a ici aujourd'hui. Toujours. Mais c'est l'une des compagnies les mieux gérées du marché. Vous pouvez le voir ici. En fait, même en période difficile, cette compagnie-ci arrive à gagner de l'argent. D'accord? Donc, on peut voir ici que elle a traversé plusieurs cycles. Hein. Quand vous prenez les free cash flow, vous les mettez ensemble. La dernière fois qu'elle a souffert, c'est entre 2012 et à peu près 2013. Et encore, il pourrait avoir une bonne raison derrière. OK? Parce que quand le prix de la commodité est à un niveau élevé, on commence à exploiter les mines qui ont les coûts de production les plus élevés pour pouvoir les liquider rapidement. Et quand le prix de la commodité baisse, on exploite plus les mines qui ont les coûts de production les plus bas du marché. D'accord? Donc, on exploite les meilleures mines quand tout va mal. Parce que ça nous permet toujours de ramener du cash flow. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne dans cette industrie-ci. OK? Et après, si vous avez que des mines de grande qualité ici, tant mieux. Mais au fur et à mesure que la mine vieillit, les coûts de production ne font qu'augmenter. Donc n'oubliez pas ça. C'est un business sur lequel il faut absolument toujours faire ce qu'on appelle une normalisation des résultats. Donc vous vous dites qu'ok, aujourd'hui on a 17 milliards, en moyenne on en rapporte combien? En moyenne on a 8-9 milliards par là, ok c'est bon pour moi. À 10 fois les bénéfices, on serait aux alentours de 90-100 millions, exagérons même. Donc c'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, le prix de l'entreprise ici, je dirais qu'on est correctement évalué sans plus. Ne vous faites pas avoir par le PER. Si le PER, si les bénéfices nets restent de plus en plus croissants année après année, tant mieux. Mais en date d'aujourd'hui, vous ne surpayez pas. Je ne suis pas en train de vous dire que Rio Tinto est surévalué. Je pense qu'on est correctement évalué au prix actuel. Mais si le dividende ici ne devrait pas être un leurre, il ne faut pas que le dividende soit un leurre pour vous. Mettez-vous dans la tête qu'il est de 5%.
parce qu'il pourrait baisser très très rapidement. OK? Mais elle a les moyens de payer ce dividende-là. Donc, sur Rio Tinto, je pense qu'on va, comme je l'ai dit, on va rester du même avis. Ici, faites attention aux dividendes. Pensez à 5% et non à 10%. Et déjà, 5%, c'est déjà assez correct. OK? Les métaux de base ici, donc que ce soit le cuivre, le minerai de fer ici, on en aura besoin dans le futur, mais ça dépend d'un environnement normal. OK? N'oubliez jamais ça. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.